Je suis Alejandro Sandler, chef d'orchestre, chef de l'orchestre de Lutetia. Je suis argentin et j'habite en France depuis déjà la moitié de ma vie. J'étais petit et mes parents écoutaient beaucoup de musique. Et je pense que mes parents me disaient que j'avais à peu près 12 ans. Et je venais toujours dans la chambre de musique, on passait les disques à l'époque. Et je me souviens la sensation que j'avais à chaque fois que j'écoutais la musique. Et mon papa me racontait que je dansais, je prenais des bâtons en style baguette d'orchestre et je n'arrêtais pas. Et je n'étais pas content quand les disques s'arrêtaient. Et mon père, il écoutait des Mozart, à Prokofiev, Shostakovich. Donc c'était vraiment la musique classique. Et je pense que je suis né sur les sons de l'orchestre symphonique. Non, mes parents c'était les deux dentistes, mais en tout cas très mélomanes. Et à l'époque, on jouait beaucoup piano, on faisait quand même, on apprenait la musique. C'était assez populaire de jouer le piano. Donc mon père, il avait fait le piano, et ma maman aussi. Et mon père, il avait carrément payé ses études de dentiste en jouant le piano, à jouer tango le soir. Alors, en principe, on n'avait pas des instruments. Mais et après, au fur et à mesure, mon père il a acheté un piano. Et moi, quand j'ai voulu jouer la trompette, que c'était mon amour, l'instrument, mon instrument, la trompette. Et voilà, j'avais 7 8 ans et donc là, on a acheté la trompette. Alors, un compositeur que j'ai tellement de respect et qui a tellement fait des changements dans l'histoire de l'humanité, est Beethoven. Beethoven, c'est quelqu'un qui, grâce à lui et les autres, voilà, les vagues littéraires et culturelles de l'époque, ils ont fait comprendre l'importance de l'être humain au-delà de certains aspects politiques. Donc c'est quelqu'un qui, qui a fait passer l'art, immortaliser l'art. Et à partir de lui, je pense qu'on a pu développer tout ce qu'on a développé. Mais Beethoven, c'est un respect immense. Voilà, je dirais que j'ai déjà au moins 6 ou 7 symphonies des 9 qu'il a. Et j'espère bientôt pouvoir diriger l'intégralité de ces symphonies. Mais après, j'aime beaucoup la musique russe, donc Shostakovich, Prokofiev, Stravinsky, et beaucoup la musique française. C'est pour ça que je suis venu ici. Ravel, Debussy, Fauré. Oui, moi j'aime beaucoup dessiner. Dessiner et j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais petit, même adolescent, et en train de dessiner, à voir mon monde imaginaire. Donc à tel point qu'à 10 ans, j'ai commencé à écrire et dessiner un livre que j'ai continué aujourd'hui. Il a déjà 500 pages. Et c'est vraiment un monde imaginaire. Je ne vais pas dire que c'est Tolkien, mais c'est quelque chose qui va nettement voilà, de la pensée d'un enfant. Et ça me plaisait beaucoup. Donc, je dis toujours à mon fils, des fois mon fils à l'école, ça lui arrive la même chose, que la maîtresse est en train de parler et lui est en train de dessiner. Et moi, je le comprends parce que j'ai fait pareil. Quand je vois mes petites brouillons de lycée, des collèges, j'étais toujours. Il a plus de dessins que des mots. Je pense que ça reste. Comme la musique, c'est une façon très forte de s'exprimer. Et c'est pour ça que je motive à tous mes élèves, et même quand on fait des concerts didactiques ou pédagogiques, vraiment, l'art aujourd'hui dans la société est toujours, et c'est la culture en soi, c'est la base d'une société. Donc, au-delà de l'imaginaire, de s'amuser à la musique ou de faire de certaines activités en loisir, et l'art développe l'être humain. Et je pense que ça nous unit aussi, ça nous ressemble. Je me souviens que la musique des chats, quand on commence à faire la musique dans un conservatoire, une des choses plus chouettes, c'est jouer avec les amis et se réunir et jouer ensemble. Ça, il faut vraiment qu'on tienne à ça, on parle toujours avec les directeurs des conservatoires, qui nous ouvrent les portes, qui nous laissent utiliser le piano. Et pourquoi on voulait jouer de mieux à mieux pour jouer avec nos copains. Et donc, c'est une équipe.
Les dessins, c'est pareil. Les dessins, moi, je sais que mes amis de l'école, ils aimaient bien comme j'ai dessiné, donc j'ai dessiné de plus en plus parce que ça me faisait aussi un entourage intéressant. Ça veut dire ça plaisait à mes amis et ça me contentait. Donc ça me faisait progresser dans mon dessin. Oui, alors c'est la première fois que je parle de ça, Oui. même si j'avais montré ce livre, il a un éditeur une fois qu'il a voulu l'éditer parce que c'est un peu complexe, c'est un peu un jeu de rôle. Et là, avec mon fils qui il a 8 ans, je trouve que ça ressort des cendres et il adore ce livre. Donc, ça parle d'un personnage qui est dans un labyrinthe et finalement, ce labyrinthe, je m'aperçois maintenant que c'est la vie même. Je pense que c'est très intime finalement. Et quand même mes dessins des gamins, c'était assez innocent à la fin, à l'époque. Mais aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a toujours un sens et que voilà, c'était un gamin qui s'est manifesté simplement. Donc, et maintenant, on s'amuse avec mon fils à les continuer. Alors, les métiers chef d'orchestre, très personnellement, ça m'a permis d'embrasser toute la musique ensemble. Donc, dès que j'étais petit, que j'avais vraiment de l'amour pour la musique, je sentais vraiment une sensation très jeune, une sensation que j'ai pu avoir après, quand on tombe amoureux pour la première fois, par exemple. Et c'était quelque chose que je connaissais déjà, cette sensation. C'est être amoureux de quelque chose. Et la musique, ça me produisait ça. Et ça me produisait de l'adrénaline, ça me produisait de la joie, ça me produisait de l'envie, je me sentais heureux. Donc, les métiers de chef d'orchestre, j'étais trompettiste, donc j'adore jouer la trompette, et c'est vraiment mon métier en parallèle avec la direction. Mais à un moment, je sentais que je faisais qu'un rôle, je jouais que la trompette. Et j'avais le besoin de sentir d'une autre façon tout ce qui se passait en même temps. Bon, j'ai rentré à l'orchestre symphonique de Rosselló très très jeune, à 16 ans. Donc, tous les musiciens de l'époque se souviennent que je venais à chaque fois avec une partition de chef et je voulais suivre, voir ce qui s'est passé. Ce n'était pas mon rôle de jouer la trompette, c'était entendre qu'est-ce qui se passait partout. Et à la fin, je me souviens que mes collègues, j'avais 16 ans, mes collègues étaient déjà beaucoup plus âgés. À la fin, il s'est retourné pour me demander alors c'est combien de mesures. Donc les cornistes qui me disaient Alejandro, dis-moi quand je rentre. On était à l'orchestre. Voilà, j'avais une passion pour l'intégralité. Donc la direction d'orchestre m'a permis ça. Je sens que je peux embrasser la musique, même si je ne joue pas. En tout cas, idéalement, oui. C'est exactement ça. C'est mon travail de chef quand je vois une partition. Bien entendu, il y a une analyse, il y a des étapes à franchir. Il y a beaucoup de travail sur une partition. On parle de travail à table. Et après, on peut se mettre au piano, etc. Mais on analyse la partition et idéalement, on arrive à entendre dans notre tête, à construire ce que le compositeur a écrit. Et aussi, c'est là qu'on peut choisir notre interprétation. Parce que c'est vrai que notre instrument, c'est l'orchestre symphonique. Et dès qu'on arrive à la première répète, déjà, tout le travail doit être fait. Pour moi, en première répète, mon travail, il a presque fini. Dans mon travail personnel. Après, il y a la partie pratique et des répétitions, que c'est la partie la plus chouette. Et après, on a les grands cadeaux, que c'est les concerts. Mais moi, je dois travailler une partition, je dois entendre, comme on a dit, une partition, et même avant la première répétition. Donc, D'accord. exactement. Dans les étapes de travail, en principe, c'est long, hein, parce que la première chose, c'est savoir quel répertoire on va faire, les choix des partitions, les choix des solistes, des fois. Et, après, il y a toute la partie de travail, comme je disais, à table, de vraiment l'analyse, les contextes de compositeurs, et comprendre intégralement la personne. Par exemple, moi, c'est la troisième fois que j'achète l'intégralité des lettres de Beethoven avec des points de vue différents pour comprendre
et qui c'était ce personnage. Pas rentrer dans son intimité, mais savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire vraiment. Et c'est infini, on ne va jamais savoir ce que Beethoven a dit, un génie comme lui. Et tout ce travail qui est très long, c'est presque comme quand on prépare à manger. Donc ça se génère une envie, on commence à construire avec la problématique qui peut se poser dans son préparation d'un concert. Après déjà, moi particulièrement, je commence à vraiment profiter émotionnellement de que j'ai les musiciens là. De que les musiciens les jours de la première répète. Et après vraiment les concerts, c'est toujours quelque chose de... Je considère que ce sont les moments, un des moments plus beaux de ma vie, c'est quand je suis en scène avec un orchestre. Quand j'étais petit, j'avais tellement de respect pour le chef et ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. En fait, je pouvais dire ce que je sentais. Je pouvais même crier parce que la trompette, il a ce caractère qui peut être très doux et en même temps, il peut être très, très militaire, agressif. Mais la direction d'orchestre, c'était presque naturel parce que je me vu en train de faire une masterclass en Argentine des cuivres, donc tous les cuivres ensemble. Et j'ai eu la surprise d'avoir plus de 40 personnes. Donc on a fait un concert de fermeture de masterclass ou de stage. Et là, je me vu comme autant de musiciens à diriger. Et moi, chaque fois que je fais quelque chose, je veux le faire bien. Donc, c'est un peu mon obsession. Et donc, je me suis inscrit tout de suite. Je dis non, si la prochaine fois je dirige des musiciens, il faut que je prenne des cours de direction d'orchestre. Et j'ai tombé sur Nicolas Brochot, un grand pédagogue, conservatoire d'Evry. Et voilà, j'ai tombé sur la bonne personne. 4 ans plus tard, j'avais mon diplôme de direction d'orchestre. Et après, ensuite, j'ai fait des perfectionnements, etc. Et j'ai fait plein de masterclass avec des chefs comme Dutoit, Boulez, Barenboim. Et c'est vrai que c'était tellement passionnant. Et mon prof, il ne faisait pas des élèves de direction d'orchestre, il faisait des chefs d'orchestre. Donc, je m'ai vu à être dans son classe où vraiment j'ai dit, OK, ça c'est mon métier. Et en plus, c'est curieux, c'est quelque chose qui était presque là, d'être chef d'orchestre. La trompette, je pense que j'ai beaucoup travaillé l'instrument. Et la direction d'orchestre, c'était même, je peux aussi dire que c'est plus naturel. Et les chefs d'orchestre, c'est vrai que la question qu'on entend très souvent, c'est à quoi ça sert la chef d'orchestre. Et moi j'aime bien chef. Ici en France, on dirait plutôt un chef cuisinier. Et en anglais, c'est conductor. Et moi j'imagine des fois que c'est comme quelqu'un qui conduit un bus. Donc dans mon orchestre de Lutetia, je propose à des musiciens qui bien entendu sont d'excellents musiciens et des belles personnes, ce sont les deux conditions qu'il faut avoir. Et je sens que les musiciens, ils montent dans mon bus, ils disent « Ok, je te fais confiance ». Et conduire, c'est savoir quand il faut intervenir. Donc, quand on est chef d'orchestre, on a devant un orchestre, la difficulté la plus grande, c'est pouvoir laisser les musiciens s'exprimer, jouer. Et des fois, et vouloir contrôler, c'est l'opposé à ce que ça représente la direction d'orchestre. Donc même dans ma classe de direction d'orchestre, à mes élèves, on parle toujours de laisser la musique. Parce que les musiciens en soi, ils savent quoi faire. Chacun ils ont ses ressentis, son interprétation, et chacun est capable de jouer très très bien en concert. L'idée, si on est là, ça doit être quelque chose en plus. Donc plus ou moins, c'est mettre d'accord d'un concept global. C'est savoir qu'est-ce qu'on a pensé ici, et finalement on le manifeste de ce côté-là. Et après, quelque chose qui est très important, c'est la question humaine. Parce que, bien entendu, un concert ou un orchestre, ça représente beaucoup de travail, beaucoup d'inconvénients, beaucoup de facteurs personnels, beaucoup d'administration, beaucoup de politique, économie, et il y a l'amitié. Et moi, généralement, je finis pour être assez proche à mes musiciens quand je dirige mon orchestre de Lutetia. Et c'est vrai qu'en général, quand je suis invité ailleurs, il y a, pas avec tous les musiciens bien sûr, mais il y a un feeling qui se passe.
Et je pense que finalement, j'ai parlé des trois facteurs, la technique, les parties intellectuelles, mais finalement la partie émotionnelle, finalement c'est ce que humain, c'est ce que, bien entendu, ça va être ça va être là, ça va être là. Mais si on n'a pas ça, à quoi ça sert venir à diriger un groupe humain? Et ça c'est, je pense, le point le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de chefs qui peuvent diriger techniquement, magnifiquement, mais je pense qu'il faut que ça passe quelque chose au-delà de la musique, aussi du côté humain. Musicien issu des grands conservatoires, ça c'était un peu à l'époque. C'est vrai que l'orchestre il a déjà 14 ans. Et les musiciens vraiment, ils sont tous aujourd'hui dans les milieux musicaux, soit dans les grands orchestres, opéra, Radio France, National, et aussi en train de jouer avec les grands orchestres baroques. La condition primordiale, je pense qu'il faut être un très bon musicien. Donc ça, on n'a pas trop de soucis en France, on a vraiment une qualité énorme. Et humaine. Humaine parce que c'est très important que les aventures qu'on entame des fois, et voilà, on passe des jours ensemble. Par exemple, tous les tournées qu'on fait en Lozère et Ardèche tous les ans, on passe des fois 15 jours ensemble. Et c'est une espèce de cohabitation. Donc on est tous là. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi forcément qui choisis les musiciens. Nous avons des gens de l'orchestre qui recrutent, avec un avis, bien entendu. Et ce que c'est général au TCA, c'est que ce sont des amis qui viennent. Et quand on parle d'amitié, ce n'est pas que l'amitié intéressée, c'est simplement que les gens qui recrutent, ils connaissent déjà les profils qu'il faut à l'orchestre. Donc il y a des bons musiciens et des belles personnes. Donc pour un répertoire et pour un concert, un programme, des premiers jours au dernier, donc je commence pour la fin, les concerts, c'est la série sur les gâteaux. Mais dès tout début, il y a un travail déjà de recherche de répertoire, d'adaptabilité à la salle, aux demandes de la ville, ou la salle de concert, programmateur. Et après, comme je disais, le travail sur la partition, c'est le travail à table, qui est très intéressant parce qu'on peut déjà diriger des compositeurs qu'on connaît déjà. Et déjà, on a certaines littératures, on a appris certaines choses, on a approfondi sur sa vie. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est voir le contexte de la personne qui a exprimé son art à partir d'une partition. Par exemple, voir historiquement qu'est-ce qu'il vivait dans ce moment, qu'est-ce qu'il a fait comme intégralité des œuvres, qu'est-ce qu'il a fait du début à la fin de ça. Je me mets vraiment sur lui. Après, ça dépend les périodes qu'il a vécues, s'il est dans le romantisme, qui lisait, qui côtoyait, quel artiste plasticien il voyait, si c'était Beethoven amoureux de Napoléon ou après quand il était déçu de ses invasions, qu'est-ce que ça lui arrivait émotionnellement. Si on parle de romantisme, l'émotion elle est liée déjà à l'écriture. Si on parle de classicisme, c'était des commandes, soit c'est l'église, soit c'est la cour, soit c'est des nobles. Donc, contextualiser la musique que je vais diriger. Et après, avec tous ces éléments, je peux commencer à analyser l'aspect nettement musical. Donc, il analyse la forme, l'harmonie, l'instrumentation. Et tout ça, c'est simplement pour pouvoir voir les choses de loin, avoir le respect de OK. Et finalement, quand je rentre à la musique en soi, c'est assez tard. Et la musique, c'est notre domaine. C'est l'endroit où on dit, ouais, tout est prêt. J'ai acheté tous les ingrédients, maintenant je vais faire les gâteaux. Et voilà, ça c'est plutôt la répétition. La répétition, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut planifier tout ce qu'on veut. Et après, il y a l'humain et les côtés, et on va trouver des choses que, là, je ne savais pas que ça pouvait mettre autant de temps. Malgré que techniquement, je connais les instruments, je connais les difficultés de l'orchestre. Il a dit, je suis surpris, parce que c'est l'humain et c'est le live, c'est les moments. Autant que les musiciens, il a vécu un moment de sa vie qui l'a permis d'écrire quelque chose. Nous sommes là et
on peut être triste, on peut être content, on peut être en tournée où tout se passe bien, on peut être en tournée où finalement c'est pas comme on a entendu, on est logé pas bien, par exemple. Ou un musicien qui est végétarien, il n'a pas eu son plat végétarien. Et donc tout ça c'est notre vérité, qu'on ne peut pas s'éloigner de notre art, parce que c'est notre métier. Et après, ce qui est génial, c'est qu'on peut trouver aussi, et très régulièrement, des musiciens qui apportent des choses. Donc je commence à me nourrir de ça. Encore une fois, les gâteaux, je n'avais pas cet ingrédient. Donc je me souviens toujours de notre premier disque, Les Rêves et la Terre, qui est de Debussy jusqu'à Ginastera, France, Argentine, que notre première clarinette, Elodie Rodet, dans un moment, il interprète le prélude de l'après-midi d'un faune, déjà en train de répéter pour l'enregistrement d'une façon très personnelle, et j'adorais. Et je ne l'avais pas conçu comme ça, mais ça m'a fait travailler le reste autour de son phrasé. Donc je pense que c'est comme un peintre qu'il a une idée, il commence à faire une peinture, et après finalement il se voit devant la vérité, ou le moment réel, et dit ah non mais finalement cette peinture devait être jaune, bleu et rouge comme Kandinsky, et là finalement j'ai choisi les noirs parce que voilà, et ça c'est mettre les couleurs avec l'orchestre, et ça c'est magnifique. Je sens qu'on a des artistes peintres tel que l'impressionnisme, voilà, l'impressionnisme il vient de là, donc c'est grand Debussy lié à Monet, Rodin, etc. Donc et c'est là que tout l'art se croise. Donc finalement tout cet aspect intellectuel et émotionnel, et dans la préparation, je pense que finalement c'est le plus long. Après, on sait quoi faire. Et après, c'est vrai, encore une fois, je le dis, la fin avec cette idée de concert, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a vécu. Donc, ce sont des grands pics d'émotions et d'adrénaline chaque concert. Et après, on recommence, on construit un autre. Une fois j'ai décrit l'orchestre comme cet film de là-haut, qu'il y a beaucoup de ballons de toutes les couleurs et qui font voler une petite maison. Alors, la première chose, c'est que sans tous ces ballons, cette maison, il ne peut pas voler, déjà. Donc, on peut imaginer que chaque ballon, c'est un musicien. Que grâce à eux, la maison peut voler. Mais chaque ballon, il a sa taille, son couleur, son longueur de fil. Donc chacun, il a une personnalité en soi. Alors ma mission, c'est simplement les attacher et les mettre tous ensemble. Si un musicien qui me dit « Ah, je voudrais… » Parfait, je sens, il a ses envies. Il veut être… Les ballons rouges, il veut être placé à côté des ballons bleus. Parfait, ça marche. Par contre, c'est le musicien qui me dit « Ah, j'aimerais m'attacher à la maison à côté pour voir si… » Non, là, on est en train de travailler ça. Donc ma mission, c'est plutôt rassembler avec une idée très concrète. Moi, je dois faire voler la maison. Donc, j'ai besoin autant de ballons, j'ai besoin que tout le monde soit gonflé, dans le bon sens, d'une certaine façon, et chacun apporte ses couleurs. Et ça, c'est très intéressant. Moi, ça reste quelqu'un qui prend les fils et mettre tout le monde d'accord. Tu as dit mes gestes? C'est geste, écoute, communication. Communication. Alors, les trois parties, geste, communication, écoute, c'est très intéressant parce que c'est justement la base de la direction de l'orchestre. L'écoute, en principe, je vais commencer pour quelque chose de très concret. L'écoute, certes, ça se travaille et je pense qu'il y a certains acquis. Chacun il a une oreille développée d'une certaine façon. D'ailleurs, ça existe l'oreille absolue. Je pense qu'un chef d'orchestre, il doit sans doute réussir à avoir une oreille relative, comme on dit, très très affinée. Donc entendre les sons, entendre les notes, entendre comment on construit un accord, entendre la fonctionnalité de chaque note dans la musique. Mais est-ce que c'est vrai, c'est que ça se travaille? Certainement, ça se travaille autour des pianos, ça se travaille quand on a un orchestre, on peut aussi en pratique avec l'orchestre, on développe énormément. Ça se travaille si on est élève de direction d'orchestre, on y va écouter les autres orchestres, les cours, même les cours des petits.
On va voir comme les professionnels travaillent. Par exemple, moi, je ne suis pas violoniste. Et j'ai vu énormément de cours de violon, même pour des petits, pour comprendre déjà comment on joue. Et tout ça, ça aide et ça nous nourrit. Il ne faut jamais cesser de progresser. C'est infini la direction d'orchestre, la musique en soi. Donc il ne faut jamais baisser les bras et continuer à apprendre. Après, la communication, là je pense qu'il y a un facteur très naturel déjà. Moi on ne dirait pas, mais j'étais très timide. Les musiciens rigolaient, mais j'étais très timide. Et c'est la musique, la trompette qui m'a beaucoup aidé à parler. C'est pour ça que tout à l'heure je l'ai crié, mais ce n'est pas les bons mots pour la musique. Et je me souviens particulièrement que quand j'étais chef de l'orchestre de Loiret, il y avait un comédien qui a commencé à dire, il faisait la comédie, et il a commencé à faire intervenir les musiciens, jusqu'à qu'un jour, ça tombait sur moi. Ah, j'aimerais que le chef, il se retourne, il fasse ça, il dit ça. Et là, c'était pas mon métier. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Commencer parce que plus tard, on faisait des concerts où je faisais partie de comédien directement. C'est pas que c'est la comédie, la communication, mais ça m'a aidé beaucoup à pas avoir de complexe. Et donc, la communication aujourd'hui, je pense que techniquement c'est ça qui m'a fait progresser, mais je sens la musique que c'est tellement sincère, que c'est tellement de tripes que je me parle presque à moi-même. Donc là, est-ce que c'est naturel ou pas? Je ne sais pas, mais j'ai tellement envie, je me sens tellement content de faire de la musique et voilà, je suis des fois comme un gamin qui a envie de jouer avec des autres, voilà, qui veut construire, donc il n'a aucun complexe. Et après, la question gestique, c'est aussi très très bien. C'est la technique, c'est la technique pure de la gestique parce qu'il a des gestes universels et ça se travaille. Et ça se travaille comme autant qu'un pianiste, autant qu'un violoniste ou un trompettiste. Ça se travaille comme un instrument. Quand j'étais élève, j'ai travaillé 3 heures par jour au minimum à la direction d'orchestre de la gestique. Et ces gestes universels, ils vont aller, si je vous dis ça, vous savez tout de suite que, bon, stop, il y a quelque chose qui passe, quand on fait comme ça, attention, ce sont des choses qu'on ne fait pas à l'orchestre. Mais aujourd'hui, on a tous dans la société des gestes qui sont universels. Donc, ce que je vais choisir sont des gestes qui vont parler à certains, aux autres. Par contre, c'est vrai qu'aussi on a de la technique pure et nette qu'on doit travailler, parce qu'il y a une école de direction d'orchestre, c'est très européen et développé. Mais voilà, ça c'est travail. C'est vrai qu'avec l'UTCA surtout et les orchestres que je dirige, c'est vrai que moi je trouve que c'est très dommage on est en seule vie et laisser des périodes tellement intéressantes avec tellement de la musique tellement belle, soit classicisme, soit impressionnisme, soit romantisme, modernisme. Et que j'ai envie de parcourir toutes les périodes. C'est vrai que c'est très ponctuel et ça m'a fait aussi travailler l'intellect. Donc c'est pas la même chose quand je dirige baroque et que quand je dirige la musique contemporaine. Mais je pense que c'est le plaisir de parcourir des périodes différentes. Et il y a des gens qui se spécialisent et je pense que c'est très très bien comme choix. Mais je dis encore une fois, nous avons une seule vie et je ne vais pas je vais profiter de diriger la musique qui me plaît bien. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai que travailler avec les compositeurs vivants, la musique contemporaine, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de construire quelque chose et des fois, ce n'est pas la première fois. Donc, comme notre dernier disque, la musique de Gabriel Sivak, le grand compositeur contemporain, et on travaille ensemble, on travaille en binôme, c'est lui le compositeur, mais on peut voir la création, la jeunesse de ce projet. Et après, quand c'est dédié pour notre orchestre, par exemple, tel que Sivak, et voir comment il adapte aussi la musique à notre orchestre, finalement, la première fois qu'on le joue, on attend peut-être qu'on est en train de donner une petite graine de sable à l'histoire de la musique. C'est une nouvelle pièce avec des nouveaux solistes, etc. Les compositeurs, on les choisit généralement par projet.
Mais quand on peut choisir un compositeur, c'est encore pareil, ça va être quelqu'un qui... La première chose que je connais, c'est sa musique et son art. Et ça m'arrive de dire, je voudrais faire une pièce de ce compositeur. Et après, la rencontre humaine aussi, c'est important. Savoir comment ça va marcher, parce que c'est pas évident. On crée une pièce et c'est aussi un long travail. C'est assez extraordinaire, je trouve. C'est intéressant parce que c'est un peu les mêmes démarches. Et ça, je trouve, c'est même plus facile parce que quelqu'un qui a composé une pièce autour d'une pensée, autour d'un voyage, autour d'une culture, quelque chose qui l'intéressait, on peut dialoguer et il peut me dire, je me suis inspiré de ça et j'ai senti ça. Donc, c'est plus simple, si on veut, dans le sens que c'est l'art vivant. Lui, il est là, il est en train de me dire qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a senti. Il peut dire, non, ici, j'ai pensé plutôt quelque chose de plus tribal, plus... parce que j'ai rencontré une tribu en Amazon, il me fait sentir ce type de musique. Donc là, tout de suite, je comprends ce qu'il a voulu dire. Donc il n'a aucun sens que je dis, ah oui, mais dans cette partie, je vais faire sentir que c'est Lully qui dirige à Versailles avec son bâton. Non, c'est clair, il est en train de me dire. Et là, le travail qu'on fait avec un musicien qui est plus là, et c'est un peu plus complexe parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il sentait ou ce qu'il pensait, mais on trouve tous les documents de l'époque et toutes les matières qui peuvent nous amener à quelque chose qui soit cohérent avec son écriture. Donc je pense qu'il y a d'un côté la fidélité au compositeur. Pourquoi on fait un compositeur? Pour moi, c'est pour le respecter. Et après, notre interprétation, les temps donnés avec l'orchestre vivant, avec les lieux, avec le public. Donc et ça va être notre composition, composition finalement. Et heureusement, quand j'ai travaillé avec des compositeurs, à chaque fois, unanimité, on a eu beaucoup de respect un pour l'autre. Donc les compositeurs sont très respectueux aussi de savoir, au moins avec ceux que j'ai travaillé, de dire je te fais confiance. On dit ah ça c'est peut-être on fait comme ça. Et des fois ils s'écoutent des choses qui disent ah j'aimerais changer ça. Et donc il peut réécrire sur le moment, il peut demander des choses différentes. On peut dire Alejandro, est-ce qu'on peut essayer ça? Même si c'est déjà édité la partition, mais ça c'est très intéressant. Et nous je pense que on a la chance d'avoir le compositeur présent et qui peut nous apporter des choses. Ça nous arrivait avec Maillard, avec Bacalov, avec Sibak, avec autant d'autres compositeurs qui ont pu modeler la partition et l'interprétation autour de ces ressentis. Oui, alors je pense qu'on est toujours des enfants au fond de nous et il ne faut jamais éteindre cet enfant, non? Je suis d'accord peut-être dans ce point. Et justement, je pense que la première fois que j'ai ressenti cette sensation d'adrénaline, que j'étais petit, hein, j'avais 8 ans peut-être, 7 ans, c'était une publicité d'un concert qui passait à la télé en Argentine. Et j'écoutais ça et j'ai eu une sensation un mélange entre quand on a peur, quand le cœur va fort, quand on voit quelque chose qui nous plaît ou quand on rentre dans l'eau froide. Un truc comme ça. Et je demande à mon papa, c'est quoi ça? Il me dit, c'est Roméo et Juliette de Prokofiev, les ballets écrits. Et donc je dis, je veux écouter, tu peux me le montrer. Donc il m'a montré les disques, je mettais les disques à l'époque. Donc, et je me souviens que j'étais vraiment très jeune, entre 8-9 ans, et je dis papa, montre-moi les restes de Prokofiev. Je vais écouter tout ce qui était de Prokofiev. Et cette Roméo et Juliette, ça m'est resté comme peut-être l'émotion, la première émotion très forte par rapport à la musique classique. Et donc, je devais diriger ça en 2020. C'était le début des Covid. Et je pense que ça reste un rêve de diriger Roméo et Juliette, que c'est une pièce assez jouée et pas évidente pour l'orchestre, c'est une pièce très délicate. Mais à l'époque, c'est dommage parce qu'on a parlé des croisements des arts. On devait faire, nous on travaille beaucoup avec hip-hop, et on travaille beaucoup avec des danseuses de flamenco, des danseuses contemporaines,
lors de notre dernier spectacle. Et j'aime bien croiser la dite musique classique pour que, c'est pas pour qu'elle soit accessible pour tout le monde, c'est parce que c'est la réalité. La musique écrite, c'est universel. Simplement, il faut la mettre à disposition de tout le monde. Et on devait faire, avant Covid, dans un paysage vraiment magnifique, c'était une construction. On devait faire ça sur des containers et en terre battue. Et les balcons de Juliette devaient être une tractopelle et avec des danseurs de flamenco. Et style une festivité paysanne. Donc tout le monde debout, peut-être avec un verre dans la main, et Roméo et Juliette et Prokofiev. Et malheureusement, cette concert, on n'a pas pu le faire. Donc ça reste un rêve d'enfance, et ça viendra. Je tombe encore une fois sur mon père. Et c'est encore, aujourd'hui on parle beaucoup de l'enfance, mais c'est encore quelque chose qui a resté sur mon inconscient. Et comme je disais au début de l'interview, j'étais petit et mon père m'avait passé une aiguille de crochet. Donc j'étais persuadé jusqu'à il y a quelques années que c'était une baguette de chef d'orchestre. Donc j'ai redemandé à mon père, il y avait une baguette, non? Non, c'était de crochet de mamie. C'était en bois à l'époque. Donc sans doute, je suis arrivé à cette salle de musique et je me mettais à vouloir diriger les disques. Et mon papa, un jour, il m'a dit quelque chose qui a resté sur mon inconscient. Il m'a dit, un jour, mon fils, ça c'est mon père, et tu seras chef d'orchestre, hein? C'était pas dans les plans, et tu iras dans la ville lumière. On aimait beaucoup Paris, ma famille aimait particulièrement Paris. Et tu auras ton orchestre, l'orchestre de Lutetia. Et pourquoi Lutetia? Parce que Lutetia, c'était Lutèce, l'époque d'Astérix. Et juste avant les romans, c'était Lutetia, donc la première l'île entre la cité et Saint-Louis à Paris, donc c'est la première fondation de l'orchestre. Donc ça veut dire en latin lumière. Et finalement, Paris, c'est la ville lumière, on sait ça. Donc ça vient de Lutèce, ça vient de Lutetia. Et on devait faire notre premier concert en 2011 en Espagne et on fondait l'association. Et bien entendu, les personnes qui se cherchaient me disent on a oublié quelque chose, pour monter une association, il fallait mettre un nom à l'orchestre. Et c'était au téléphone, c'était urgent. Et ça est venu, mais comme, je ne sais pas où, j'ai dit orchestre de Lutetia. Et c'était presque inconscient, je n'ai pas réfléchi. Et ça restait Lutetia. Et après, j'ai parlé avec mon papa. Effectivement, il avait dit cette phrase un peu philosophique, pas pour un projet personnel, mais ça restait, cet rêve d'enfance qui a quelque part. Donc, orchestre de Lutetia, mon père il aimait beaucoup l'histoire. Donc, orchestre de Lutetia, c'est l'orchestre Lumière. On est à côté de Paris, donc voilà. Et l'orchestre de Lutetia, il était créé pour faire ponctuellement deux concerts. Un concert à Paris, à l'église Sainte-Clotilde, à la basilique Sainte-Clotilde, en 2011, avec un chœur d'Espagne qui venait de gagner un concours international. Un chœur de Tomelios, Castilla-La Mancha. Et on devait faire un concert là-bas sur place en Espagne. Donc l'orchestre était conçu pour ça, pour 3 concerts, un à Paris et 2 en Espagne. On a fini cette tournée merveilleuse de l'orchestre de Lutetia et on faisait la fête. On trinquait avec les musiciens et je me souviens, il y avait au moins une vingtaine de musiciens qui m'ont dit c'est quoi le prochain concert? Et moi j'ai dit c'est fini là, cet orchestre était créé pour ce projet. Et on a tellement aimé ce projet à niveau humain et musical, c'est que c'est là qu'on a continué. Et l'orchestre de Chenès, vraiment, c'est créé de l'envie personnelle, mais ça sort des concerts en Espagne, cette tournée merveilleuse qu'on a fait en 2011, et aussi l'envie des musiciens. Et je me suis dit, on a quelque chose à apporter, on a quelque chose une carte à jouer avec cet orchestre.
c'est plutôt grâce à un voyage que j'ai fait à Kinshasa, au Congo, qu'on voit une autre réalité et on voit le bonheur qui peut amener la musique à des personnes qui ne sont pas comme nous ici. Ça veut dire qu'il y a des autres besoins, et même des fois primaires, qui ne sont pas là. Et j'ai vu ça au Congo. J'ai entendu tellement de musiciens dire, l'orchestre kimbanguiste de Kinshasa, dire les moments plus heureux de ma journée, c'est quand je joue à l'orchestre. Il répétait tous les jours, pas payé, bien entendu. Et je suis retourné en France, j'ai vu les besoins et j'ai commencé à aider en envoyant des cordes, des embouchures, des huiles pour les pistons, des partitions. Et après, je suis allé en Argentine, je l'ai dirigé là-bas et je me suis réuni avec une personne qui me tient à cœur, qui s'appelle Derna Isla, qui est une femme qui a créé des orchestres des enfants de la rue. Et je suis venu, et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il te faut? C'était vraiment mon pays, et là, j'ai vu la réalité des orchestres qu'il avait créés. Et c'était simplement besoin des instruments, parce que chaque instrument, c'est un enfant qu'on peut sortir de la roue et le mettre à s'entraîner. Il passe toute la journée là, il est dans les petits déj. Voilà, et maintenant, depuis 15 ans, 20 ans qu'il vient d'avoir ces années, et il y a plus de 3000, 4000 enfants qui sont passés par là. Et justement, voir que ces enfants, ils sont heureux en orchestre. Ce sont des orchestres que j'ai dirigés beaucoup de fois, et à chaque fois que je suis en Argentine, je viens même bénévolement à travailler avec eux, tout ce que je peux les apporter. À chaque fois, je viens avec des instruments dans mon dos. Et voilà, et j'ai fait avec l'UTCA, plus de 200, 300 instruments déjà, des dons pour là-bas, depuis une vingtaine d'années. Et je me suis dit que la façon la meilleure, ou le seul outil que j'ai, c'est cette façon-là. Pas d'envoyer de l'argent pour ne pas tomber sur l'intérêt économique, c'est vraiment des instruments de musique. Et on a envoyé en Argentine. On a envoyé aussi au Mexique, on a envoyé aussi en France, on a envoyé aussi en Espagne, on a envoyé aussi au Congo. Et depuis toujours, j'ai vu que les bonheurs qui peuvent faire le sport, déjà le football en Argentine, voir les gamins comme ils sont heureux de jouer. Et j'ai vu que la musique pouvait apporter la même chose. Donc, depuis toujours, je pense qu'on fait des démarches, avec l'UTCA beaucoup, des concerts pédagogiques. Je disais qu'on a inventé des projets pour la crèche, vraiment pour des gamins qui savaient, des petits bébés de 9 mois, parce qu'on allait plutôt en juin, et des éveils musicaux, des sensations sonores, et on a fait des concerts pour les maternelles, on a fait des concerts pour des maisons de retraite, on a fait des concerts pour beaucoup de gens qui, des fois, ils n'ont pas l'accès si facile. Heureusement, la culture, dans ce moment, elle va dans ce sens-là. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur particulièrement. Donc, l'orchestre, dans son statut, il permet de faire au moins un concert bénévole entièrement, où les musiciens ils viennent à apporter sa musique et sa culture pour pouvoir aider certaines associations, fondations. Et voilà, de notre côté, à chaque fois qu'on a un concert, on profite pour faire des concerts pédagogiques, des concerts, des portes ouvertes à la répétition, et même faire passer des enfants à diriger l'orchestre, à expliquer ce qu'on fait, et faire que finalement, faire sentir que la musique classique, c'est plus élitiste. La musique classique est ouverte pour tout le monde, simplement il faut savoir le mettre à disponibilité. Et est-ce que ça marche, c'est que les gens qui ne sont jamais écoutés un concert dit classique, ils viennent dire « Ah, je ne savais pas que c'était comme ça, j'adorais, c'est quand votre prochain concert ?» Okay. Donc l'accessibilité. Accessibilité, exactement. Très bien. L'Argentine semble être une inspiration forte, notamment parce que tu es argentin. Peux-tu nous parler de la place qu'elle tient dans la musique et dans les œuvres que tu choisis de diriger? Oui, effectivement, l'Argentine, je suis argentin. Donc, l'Argentine, c'est ma jeunesse, ma naissance, ma vie d'adolescent, mais c'est tout de là-bas. Et il est un culture très riche. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu faire ça en échange. Comme ce disque, le révélateur qu'on a fait
premier disque entre Debussy et Ginastera, entre la France et l'Argentine, c'est faire un pont. Et si bien, quand je viens en Argentine, j'essaie de diriger beaucoup Ravel, Debussy, Fauré, des compositeurs français, cet pont qui nous unit. Ici, j'essaie de beaucoup de développer et faire beaucoup de musique argentine. Et pas seulement la musique très connue, comme la musique de Piazzolla, c'est un merveilleux compositeur, sinon Ginastera, qui est un peu moins connu, mais c'est notre père de la composition moderne, dite orchestrale. Et aussi, on peut passer pour le folklore argentin, et les tangos, des opéras. J'ai parlé de Bacalov tout à l'heure, qui est plus connu pour avoir fait la musique de Kill Bill, mais c'est un compositeur argentin qui a gagné un Oscar pour Il Postino. Et c'est quelqu'un qui a écrit des opéras tango, qui a écrit beaucoup de musique avec le folklore argentin. Et on essaie de continuer à montrer notre folklore, notre musique, notre racine et notre culture modernisée avec des compositeurs actuels, avec des compositeurs en croissant des compositeurs de tango, comme pour les concerts ici même au Chili. Et voilà, et on essaie de travailler avec des musiciens comme Naye qui joue la quena, ou des instruments d'Amérique latine, ou les bandoneons, instruments de tango, avec notre orchestre dit classique. Alma Argentina, c'est un disque en réalité que nous avons en ligne pour Évidence classique, et qui était l'époque justement de Covid. Et c'était des rencontres avec différents compositeurs actuels, mais encore avec le folklore argentin. Donc, Alma Argentina, c'est vraiment la musique folklorique, soit Cumbo, soit Di Giusto, et soit Politi, qui sont les trois compositeurs qui sont dans ce disque, et qui font la musique contemporaine, parce qu'ils sont là, sauf notre cher Cumbo, qui est parti à l'époque de Covid, justement, et qu'ils sont là, mais qu'ils gardent vraiment les racines folkloriques. C'est pas la musique, c'est contemporain parce qu'ils sont là, mais c'est pas la musique qu'on peut dire. On parle beaucoup de dissonance, on parle beaucoup de surréalisme, on parle beaucoup de recherche. Et là, c'est vraiment folklore moderne avec les instruments de l'orchestre. Donc, c'est des musiciens, des compositeurs que j'aime beaucoup et que le public aime énormément. Donc, c'est très accessible et c'est aussi une façon de montrer qu'est-ce que c'est nos rythmes à la base, parce qu'on parle toujours de tango. Et les tangos, on a hérité les tangos. Les tangos aussi viennent d'Europe, viennent de la France, viennent de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'ils vont dire mes amis des tangos? Mais ça s'est développé en Argentine, avec un instrument allemand, que c'est les bandoneons, qu'on pense que c'est argentin. Les danses argentines folkloriques, telles que les gâteaux, les malambos, etc. Donc il y a beaucoup de musique folklorique, nettement folklorique, et qu'on adore et qu'on peut aujourd'hui partager grâce à des compositeurs vivants et grâce à un orchestre comme Lutetia. Alors, ce programme, c'est vraiment l'identité de notre orchestre. Donc, et c'est la musique qui a appris à construire ensemble. Donc, c'est vrai que toutes les premières répétitions à l'époque, il y a quelques années, on parlait comment on accentuer cette musique, comment le faire sentir, expliquer un petit peu même comme ça se danse, les sonorités qui ne sont pas nettement les mêmes sons qu'on entend en Brahms. Donc, il faut vraiment, c'est très rythmique. Et comment on fait des instruments européens et classiques, faire des instruments plutôt rythmiques, tels qu'un charango ou qu'un bombo. Donc, il y a un mode de jeu et une façon de travailler différente que quand je dois travailler Beethoven ou Mozart. Par contre, je pense que c'est acquis maintenant à notre orchestre. Déjà, on a un troisième disque qu'on a fait de musique argentine et l'orchestre profite énormément de ça. Je pense que les difficultés sont plutôt dans l'organisation des concerts aujourd'hui. Je me souviens toujours, quand j'étais petit, ma prof de solfège, piano, me faisait étudier un
la théorie de la musique qui disait, la première question, c'est quoi la musique? La musique, c'est l'art de combiner les sons. Ok, ça c'était peut-être Guido d'Arezzo en Italie à l'époque, voilà, très lointain. Après, plus tard, dans le XXe siècle, on a dit la musique c'est l'art de combiner les sons et les bruits. Mes amis à l'orchestre symphonique, un peu plus âgés, disaient la musique c'est l'art de combiner les horaires. Et je pense que la difficulté est là, parce qu'on est tous un peu à droite et à gauche, et donc combiner l'orchestre, ça c'est les trains qu'il faut prendre, etc., parce qu'il y a des gens qui viennent un petit peu d'ailleurs. Et voilà, et moi particulièrement, je pense que plus le temps passe, je pense que la musique, personnellement, c'est l'art de pouvoir interrompre le silence. Oui. Et donc, chez Limassara, ce n'est pas la première fois que je viens diriger, car j'ai connu cette ville grâce à un concert de l'orchestre baroque de Cesson que j'ai dirigé il y a 12 ans. Et donc, j'ai joué dans l'église. Et on a développé une amitié avec Véronique, qui est notre attachée de prod aujourd'hui. Ça nous tient particulièrement à cœur venir dans les 91. Et notre idée, c'est être le plus présent possible à partir de maintenant. On a vu à cette époque, ce concert qu'on avait fait, la réaction du public. Et j'étais particulièrement très bien traité. Et on a fait aussi à la médiathèque, conférence, un entretien avec le public, une approche avec le public, aussi une invitation à la radio. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement chaleureux. Et j'ai beaucoup apprécié la partie de la culture qui amenait pour les concerts. Donc, j'ai suivi tout de suite pour un concert. Et la mise à disposition, soit d'une radio, soit d'un concert didactique, soit d'une mini-conférence à la médiathèque. Donc j'ai beaucoup apprécié et on a beaucoup parlé avec Véronique d'ailleurs d'être le plus présent possible ici. C'est pas si loin que ça. Nous sommes à Sceaux, Vinci à Sceaux, et on est attaché aussi à Bagneux et toute la région Île-de-France et beaucoup à Paris. Mais j'ai constaté ce matin que je suis à 25 minutes en voiture, donc c'est pas si loin que ça. Je reviens, je voyage dans le temps et je me souviens la première fois que j'ai dirigé professionnellement et que j'ai vécu le silence comme une grande tristesse. Je ne savais pas que j'allais sentir ça. Après autant de préparation pour un concert, c'était l'orchestre moderne à l'époque, de 78. Donc c'était tellement fort pour moi, tellement ce partage avec les musiciens, le public, que quand on est sorti de la salle, c'était un jour d'automne, plus on dirait un peu triste. Et j'ai eu un vide énorme. Et je me suis dit cette chose, je me suis dit, wow, je ne vais pas faire ce métier. C'est trop dur. Émotionnellement, c'est trop dur. Mais après, j'ai appris à savoir que, encore une fois, c'est une goutte d'eau. Donc après, tu as un autre concert, tu as un autre concert, tu as un autre concert. Donc aujourd'hui, je les vis avec beaucoup de choix. Et bien entendu, les concerts, c'est jamais un stress, un concert. Dès qu'on est là, que le public est là, les conditions sont dues, tous les musiciens ils sont là. Ça vraiment, c'est le moment de profiter. Donc aujourd'hui, je pense que jamais j'ai senti une tension. Par contre, oui, un vide. Et aujourd'hui, c'est l'envie de faire le prochain concert. On vous attend très nombreux à l'église de Chillimassara le 14 décembre avec l'orchestre de Lutetia, concert Alma Argentina, où on aura des surprises comme Naye qui va jouer la quena et Damien qui va jouer les bandoneons, des instruments argentins. Donc à 17h à l'église de Chillimassara, église Saint-Étienne, à la place de l'église.